Aucune créature n'est plus belle qu'elle, déclara le jeune prince en apercevant Amélie d'Orléans pour la première fois. Ils se marièrent par amour. Elle, une princesse française cultivée et raffinée. Lui, le futur roi du Portugal, un pays au bord de profondes transformations. Mais ce conte royal se transforma en tragédie, et la fin fut cruelle. Amélie ne perdit pas seulement sa couronne. Elle perdit sa famille, son pays, et, avec le temps, jusqu'à l'espérance. Voici l'histoire de la dernière reine consort du Portugal, une femme marquée par l'amour, la douleur et la chute d'un empire. Mes chers amis, la vie de la dernière reine consort du Portugal est pleine de douleurs, de pertes et de rebondissements dignes d'un roman tragique. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et vous comprendrez pourquoi cette histoire est si marquante. Si vous aimez les récits sur les anciens monarques et que vous êtes arrivé ici par hasard, ne partez pas. Cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez avec ceux qui aiment aussi ce genre d'histoire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Amélie d'Orléans, la dernière reine consort du Portugal. Elle est née en exil, mais n'a jamais perdu la dignité de celle qui fut élevée pour régner. Marie-Amélie d'Orléans vit le jour le 28 septembre 1865 à York House, la résidence de la famille d'Orléans à Twickenham, dans la banlieue de Londres. Elle était la fille du prince Louis-Philippe, comte de Paris, prétendant au trône de France, et de l'infante espagnole Maria Isabel, petite-fille du roi Ferdinand VII. La famille d'Amélie avait été contrainte de quitter la France après le coup d'État de Napoléon III en 1851. L'empire de Louis-Napoléon avait banni les Orléans, les obligeant à vivre entre palais prêtés et cours alliés. Grandir en exil forgea en Amélie une personnalité forte, résiliente et sensible à la souffrance des autres. Enfant, elle comprit déjà qu'un titre ne garantit pas un trône et que le pouvoir peut être éphémère. Son enfance fut paisible, marquée par de longs étés en Espagne, des liens solides avec ses frères et sœurs, avec lesquels elle resterait en contact toute sa vie, et une relation particulière avec son père, avec qui elle partageait l'amour de la nature. Avec sa mère, au tempérament sévère, les liens étaient plus distants. Son éducation fut rigoureuse et raffinée. Elle parlait plusieurs langues, lisait avec passion des auteurs français et espagnols, aimait l'histoire, en particulier celle de la France, et cultivait le goût pour l'archéologie, la poésie et la peinture à l'huile. Elle se distinguait aussi dans des activités physiques peu courantes pour les jeunes filles de son temps. Elle montait à cheval, pêchait, marchait sur de longues distances et appréciait converser avec les paysans dans les campagnes normandes. Grande, avec une taille impressionnante d'1,82 m et d'une présence marquante, Amélie n'était pas considérée comme une beauté classique, mais captivée par son intelligence, son élégance et son esprit. La presse de l'époque décrivait ses yeux bruns comme profonds et expressifs, et son port comme celui d'une véritable reine. Mais malgré sa formation irréprochable, trouver un époux convenable fut un défi. Sa taille, sa dot modeste et la position incertaine de sa famille rendaient les négociations matrimoniales difficiles. Ce n'est qu'en 1884, lors d'une visite à la cour d'Espagne, qu'elle commença à attirer l'attention au-delà de son cercle familial. Et c'est précisément dans ce contexte que le destin se mit en marche, vers Lisbonne. Ce fut le début d'une histoire digne d'un roman, mais le temps allait révéler que la réalité serait bien plus cruelle. La cour de Lisbonne était en effervescence lorsque Clémentine de Saxe-Cobourg, tante paternelle d'Amélie, présenta à la reine Maria Pia du Portugal une photographie de la jeune princesse. « C'est une jeune fille extraordinaire », disait Clémentine avec enthousiasme. Le prince héritier, Charles, vit également l'image et fut immédiatement intrigué. Poussé par la curiosité, et peut-être par autre chose, Charles se rendit en France au début de l'année 1886. La rencontre eut lieu au château de Chantilly, propriété de la famille d'Orléans. Ils découvrirent donc rapidement que, au-delà du sang royal, ils partageaient aussi la même date de naissance, le 28 septembre. Lui, de 2 ans son aîné,
fut vite séduit par le charme discret et l'intelligence de la princesse et repartit amoureux. Et après l'échec des tentatives d'union avec la famille impériale d'Autriche et la famille royale d'Espagne, les fiançailles entre Amélie et le futur roi du Portugal furent officialisées lors d'une somptueuse réception à Paris. Plus de 200 carrosses défilèrent dans les rues pour conduire les invités à l'événement. Mais tout le monde ne célébrait pas. L'éclat de cette cérémonie inquiéta le gouvernement républicain français, qui voyait d'un mauvais œil toute manifestation de grandeur venant des Orléans. Pour éviter que la fête ne soit interprétée comme un manifeste monarchiste, la présence de troupes militaires fut interdite. Le mariage entre Amélie et Charles s'épanouit en un véritable attachement. La princesse quitta la France le 18 mai 1886, entre larmes et honneurs. Plus de 10 000 personnes se rassemblèrent à la gare pour dire adieu à la princesse qui partait désormais vers un nouveau destin, le Portugal. On raconte que, lorsqu'Amélie arriva à la gare de Pampilhosa, elle descendit du train du pied gauche. Dans la tradition populaire portugaise, poser le pied gauche dans un nouvel endroit peut être un signe de malchance, de difficulté ou de mauvais présage. Mais elle avança d'un pas ferme et assuré. Et le lendemain, le 19 mai, elle fut officiellement présentée à la cour portugaise qui l'attendait avec une grande impatience. Elle fut accueillie avec bienveillance et courtoisie par ses futurs beaux-parents, le roi Dom Luís Ier et la reine Dona Maria Pia. 3 jours plus tard, le 22 mai, le mariage fut célébré dans la majestueuse église de São Domingos, au cœur de Lisbonne. La ville s'arrêta. Les rues débordaient de joie et le peuple, animé par un rare esprit d'unité, sortit de chez lui pour saluer la nouvelle duchesse, qui pour beaucoup était déjà aussi la reine de leur cœur. Le soir de ses noces, Amélie écrirait « Mon mari a su vaincre ma timidité par des paroles et des caresses, aussi patientes que délicates. » La lune de miel fut brève, à Sintra, entourée par la nature et la brise romantique de la montagne. Peu après, ils s'installèrent au palais de Belém, où naquirent leurs 2 fils, le prince Louis-Philippe et le futur roi Manuel II. Ils eurent également une fille, Maria Anna, qui mourut malheureusement quelques heures après sa naissance. Tout semblait indiquer que le règne serait paisible. Mais derrière le sourire résolu d'Amélie, des nuages se formaient déjà, des nuages qui, un jour, couvriraient le Portugal de douleur, de sang et d'exil. Malgré des débuts prometteurs comme princesse, la vie d'Amélie au Portugal révéla rapidement des défis plus profonds. L'un des plus douloureux fut sa relation froide et complexe avec sa belle-mère, la reine Maria Pia. Elle la considérait comme une femme vaine, incapable de maîtriser ses dépenses, convaincue que s'habiller avec faste suffisait à représenter la grandeur de l'État, même face à une population appauvrie. La cour, sous l'influence de Maria Pia, était dominée par une étiquette rigide et la présence de dames âgées et désuètes, où la jeunesse et la spontanéité semblaient être perçues comme une menace. À la mort du roi Dom Luís, en octobre 1889, Amélie devint reine consort à l'âge de 24 ans. Le pays, toutefois, montrait déjà des signes évidents d'instabilité. Le règne de Dom Carlos serait marqué par des crises politiques, des dettes croissantes, des grèves et une pression républicaine de plus en plus forte. Pourtant, Amélie resta droite. Avec discrétion, elle tenta d'adoucir l'image de la monarchie. Tandis que le roi devenait la cible de critiques en raison de ses excès et de ses infidélités, notamment sa liaison avec Maria Amélia Laredo, elle se consacrait à des causes sociales. Elle lutta contre la tuberculose, fondant des sanatoriums, des cuisines économiques, des crèches et même l'Institut de secours aux naufragés en 1892. Elle créa également l'Institut Pasteur au Portugal, ainsi que le Musée national des carrosses, des legs qui perdurent encore aujourd'hui. Son image publique, cependant, fit l'objet de vives attaques. Les journaux républicains n'hésitaient pas à la traiter d'hypocrite et de dépensière. Certains l'accusaient de feindre la compassion pour les pauvres et de s'ingérer excessivement dans les affaires politiques.
Un article, en particulier, provoqua un tel scandale que des manifestants saccagèrent la rédaction du journal. Malgré cela, cette construction négative, souvent injuste, n'effaça pas le souvenir populaire d'une reine qui, dès sa jeunesse, visitait les foyers les plus pauvres de Lisbonne avec des gestes sincères de soutien. En tant que mère, Amélie fut très présente. Elle cousait elle-même les vêtements de ses enfants, organisait leur éducation avec rigueur et alla jusqu'à les emmener en voyage à travers la Méditerranée pour leur faire découvrir les racines de la civilisation. Une expérience rare et enrichissante. En 1892, elle reçut l'une des plus hautes distinctions de l'Église catholique, la Rose d'or, offerte par le pape Léon XIII. C'était une reconnaissance de sa piété, de sa foi profonde et de son engagement charitable. En tant que reine, elle exerça également la régence lors des absences de son mari, toujours avec un air de sérénité et de dignité. Même face aux trahisons conjugales, au discrédit croissant de la monarchie et aux tensions politiques, Amélie ne cessa jamais d'accomplir ses devoirs avec retenue. Son silence face aux écarts de Dom Carlos était, en soi, un geste de noblesse et peut-être de tristesse contenue. Elle était une femme de raffinement, de sensibilité artistique et de force tranquille. Elle se battait pour donner un sens à sa position dans un pays au bord du gouffre. Et arriva le 1er février 1908, un jour qui marquerait d'une violence indescriptible la vie d'Amélie. La journée avait commencé sous un ciel clair, avec une brise légère et une fausse impression de tranquillité. La famille royale rentrait de Villavicosa vers la capitale portugaise. Depuis le quai, ils poursuivirent leur chemin en carrosse découvert à travers la Praça do Comércio, alors appelée Terreiro do Paço, symbole du pouvoir royal, théâtre de l'histoire du Portugal. Le peuple les attendait dans les rues. Dom Carlos faisait signe, Dona Amélie souriait, et leurs fils, Dom Luis Philippe et Dom Manuel, accompagnaient le trajet avec naturel. Mais ce qui semblait être un retour triomphal de plus de la monarchie au cœur de Lisbonne se transforma, en un clin d'œil, en l'après-midi la plus tragique de l'histoire récente du Portugal. Des coups de feu, des cris, de la confusion, de la panique. Deux hommes, Alfredo Costa et Manuel Buissa, sortirent de la foule et tirèrent sur le carrosse royal. Le roi Dom Carlos mourut sur le coup. Le prince héritier, Dom Luis Philippe, bien que blessé, tenta encore de riposter, mais succomba à ses blessures quelques minutes plus tard. L'enfant Dom Manuel fut touché au bras. Par miracle, Dona Amélia sortit indemne. Mais ce qui bouleversa le monde entier, ce fut sa réaction. Elle leva le bouquet de fleurs qu'elle tenait dans les mains et frappa l'un des régicides, essayant désespérément de protéger son fils cadet. L'image fit le tour des journaux européens, le visage d'une reine sous le choc, luttant avec ce qu'elle avait apporté pour sauver sa famille. Le Portugal fut ébranlé, l'Europe stupéfaite. Un régicide en plein cœur de Lisbonne, en plein jour, contre un roi et son héritier direct, c'était presque inconcevable. L'émotion traversa les frontières. Les familles royales étrangères envoyèrent leurs condoléances. Le monde entier s'arrêta pour assister aux funérailles, solennelles, empreintes de douleur et de silence. Une nation en deuil face au cercueil du roi et du prince. Les théories sur les instigateurs du crime se multiplièrent. On parla de républicains, de Carbonari, de francs-maçons, mais aucune enquête officielle n'alla plus loin. Les assassins furent tués sur place et l'affaire fut commodément oubliée après la proclamation de la République. C'était comme si le Portugal voulait enterrer, avec le roi, les traces de ce qui allait suivre. Avec la mort de son mari et de son fils aîné, Dona Amélia se retrouva plongée dans un vide sans fond. Le chagrin fut immense. La reine, qui jusque-là avait toujours montré une force tranquille, fut envahie par une douleur qui la marquerait à jamais. Mais le deuil ne lui laissa aucun répit. Dom Manuel, encore jeune et inexpérimenté, fut acclamé roi. Amélia assuma alors un nouveau rôle. Elle devint sa tutrice, sa conseillère. Elle s'impliqua plus que jamais dans les affaires de l'État, tentant de former un gouvernement d'union nationale,
réunissant toutes les tendances politiques. Elle rêvait d'un pays réconcilié, uni, fort. Mais elle ne trouva que le contraire. Méfiance, division, mécontentement. Sa tentative d'unir les partis échoua. Au lieu de soutenir le jeune roi, les politiciens l'isolèrent, et avec lui, la monarchie sombrait. Dans la nuit du 5 octobre 1910, les grilles ou piquets du palais de Pénat, à Cintra, furent secouées. Un cavalier de la maison militaire arriva au galop, haletant, pour annoncer la révolution. La République avait été proclamée. Depuis les falaises de la plage d'Eriquera, pêcheurs et paysans observèrent en silence le départ de la famille royale vers l'exil. Donna Amelia jetait un dernier regard vers la patrie qu'elle avait tant aimée, une patrie qui, désormais, la rejetait. L'exil ne fut pas seulement un changement de pays, ce fut la fin d'une époque. Après la proclamation de la République, en 1910, Amélie d'Orléans fut contrainte de quitter le Portugal aux côtés de son fils, le jeune roi Dom Manuel II. Ils se réfugièrent d'abord à Gibraltar, puis à Londres, accueillis par le duc d'Orléans, frère d'Amélie, et, enfin, en Normandie. Séparée du trône, de sa patrie et de toute stabilité, Amélie vit aussi sa belle-mère, Maria Pia de Savoie, retournée en Italie, où elle mourut quelques mois plus tard. Elle s'installa ensuite au château de Bellevue, près de Versailles, une propriété acquise en 1921 sur recommandation médicale. Elle y vécut des décennies de solitude, de deuil et de nostalgie. Sa vie, marquée par une royauté perdue, resta fidèle aux piliers qui l'avaient toujours soutenue, culture, charité et foi. Tandis que Dom Manuel tentait de s'adapter à la vie d'ex-roi en épousant Augusta Victoria de Hohenzollern, mais sans laisser de descendance, Amélie se réfugiait dans ses souvenirs. Elle lisait, priait, brodait, écrivait des lettres. Elle conservait des photographies et de petits objets de la monarchie comme des reliques d'un temps qu'elle considérait sacré. Dom Manuel II, le dernier roi du Portugal, mourut subitement le 2 juillet 1932 dans sa résidence de Twickenham, des suites d'un œdème aigu du larynx. Il n'avait que 42 ans. La nouvelle bouleversa les milieux monarchistes et plongea sa mère, Donna Amelia, dans une douleur immense. C'était la 3e fois qu'elle perdait un enfant, et avec lui, la dernière lueur d'espoir de voir restaurer la monarchie portugaise. Mais l'inattendu vint aussi de Lisbonne. Le pays avait changé. Il était désormais gouverné par Antonio de Oliveira Salazar, un économiste austère et catholique fervent, qui allait devenir le dictateur de l'État nouveau. Salazar autorisa le retour du roi déchu dans sa patrie, mort, mais désormais traité avec dignité. Il organisa personnellement les funérailles avec les honneurs d'État et fit en sorte qu'il soit inhumé au Panthéon royal des Bragances, à Lisbonne. C'est là qu'émergea une alliance étrange et silencieuse. Donna Amelia, qui avait toujours tenu la politique républicaine à distance, se mit à éprouver une sympathie inattendue pour Salazar. Malgré leurs différences, ils se retrouvèrent autour de valeurs communes, ordre, tradition et foi. Amélie, qui avait vécu parmi des empereurs et des princes, alla jusqu'à dire que Salazar était peut-être le seul Portugais capable d'être roi, s'il le voulait. Elle resta en France, où elle vivait. Elle ne se rendit pas au Portugal pour les funérailles, choisissant de demeurer dans le deuil et l'isolement. Veuve, sans enfant, sans patrie et sans trône, il ne lui restait que la mémoire. Et ce fut cette année-là qu'elle comprit définitivement que la restauration de la monarchie n'aurait jamais lieu. Malgré cela, sa figure continuait d'attirer l'attention. En 1938, elle accorda une rare interview au journaliste Leitão de Barros, du journal O Século, dans laquelle elle évoquait les jours heureux aux côtés de Dom Carlos et son temps de reine au Portugal. Avec la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux défis surgirent. En 1940, des troupes allemandes occupèrent sa résidence en France. C'est alors qu'Antonio de Oliveira Salazar, chef du gouvernement portugais, intervint. Il demanda que le palais soit reconnu comme territoire portugais et proposa l'asile à l'ancienne reine au Portugal.
Amélie refusa fermement. « Dans mon malheur, la France m'a accueillie. Je ne l'abandonnerai pas dans le sien. » Elle transforma sa maison en hôpital de campagne et travailla comme bénévole pour la Croix-Rouge. Le roi George V du Royaume-Uni la décora personnellement pour ses services. La reine sans trône était devenue infirmière, soignant de ses propres mains des soldats blessés. En 1945, à 80 ans, elle accepta l'invitation de Salazar à visiter le Portugal, 35 ans après l'exil. À bord du Sud Express, elle se remémora son arrivée à Lisbonne en tant que fiancée de Dom Carlos, 59 ans plus tôt. « Je viens chercher la réconciliation avec un pays qui m'a pris plus qu'il ne m'a donné. » En descendant du train, elle prit soin de poser le pied droit en premier. Elle se murmura à elle-même « Amélie, ne refais pas la même erreur. Descends maintenant du bon pied. » Elle visita le palais de Pena et le tombeau de son mari et de ses fils au monastère de São Vicente de Fora. En 1949, elle ajouta une clause à son testament. Elle légua tous ses biens portugais à son filleul, Dom Duarte Pio, à la demande de Salazar. Avant de mourir, elle reconnut également Dom Duarte Nuno comme l'héritier légitime de la maison de Bragance. Un geste qui, symboliquement, mettait fin à un cycle dynastique. Ces dernières années furent silencieuses et marquées par des souffrances physiques et mentales. Elle confondait la France avec Lisbonne. Dans ses délires, elle demandait « Pourquoi m'a-t-on exilée ? Pourquoi a-t-on tué mon mari et mes enfants ?» Le 25 octobre 1951, Amélie d'Orléans mourut en France, des suites d'une urémie. Avant de s'éteindre, elle murmura « Je souffre tellement. Dieu est avec moi. Adieu, emmenez-moi au Portugal. » Son corps fut rapatrié au Portugal et, à Lisbonne, elle reçut les honneurs d'État. Des milliers de personnes assistèrent aux funérailles de la dernière reine consort du Portugal. Elle fut enterrée au Panthéon royal de la dynastie de Bragance, au monastère de São Vicente de Fora, aux côtés de Dom Carlos et de Dom Manuel II. Après 41 ans d'exil, dont les 19 derniers le vécut sans aucun proche, Amélie retourna enfin dans le pays qui, un jour, l'avait chassée, mais qui, à la fin, lui rendit son nom, sa dignité et sa place parmi les siens.